Le Japon fait son retour remarqué sur la scène des porte-avions après plus de 80 ans d'absence. En construisant 2 porte-avions, l'Izumo peut tout faire. Il possède un radar sophistiqué pouvant suivre de nombreuses cibles à la fois et intercepter des missiles instantanément. Il transporte une flotte parmi les avions de chasse les plus meurtriers au monde. Mais voilà le problème, ces navires ne sont pas censés exister. Le Japon, contraint pendant des décennies par des règles d'après-guerre interdisant les porte-avions offensifs, n'avait même pas conçu la classe Izumo pour accueillir des chasseurs. Comment 2 destroyers porte-hélicoptères sont-ils devenus des porte-avions à jet furtif ? Comment ces origines étranges et ces limitations l'ont-elles transformé en pilier de la marine japonaise ? Et pourra-t-il un jour prouver qu'il est plus qu'un simple outsider ? Le moment venu, le pays du soleil levant a un nouveau champion inattendu. La guerre est à l'horizon. Donc, lorsque nous parlons du Japon et de ses forces navales, nous parlons dans le contexte d'un conflit potentiel avec la Chine, à la fois en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale. Tout conflit régional impliquerait probablement le Japon, obligé de défendre ses routes maritimes et eaux territoriales. Étant donné que le Japon est un allié des États-Unis et que la Chine et les États-Unis pourraient eux bientôt s'affronter, le Japon devra se préparer à agir. Autrement dit, la Chine est la plus grande menace régionale pour le Japon et ils ne sont vraiment pas si éloignés géographiquement. Le Japon ne peut pas se permettre d'être pris au dépourvu en cas de guerre. Ceux qui ont suivi l'actualité ces dernières années le savent. La Chine renforce son armée pour une possible invasion de Taïwan. Donc non seulement un tel conflit est possible, mais il devient de plus en plus probable, surtout avec les îles Senkaku, qui appartiennent au Japon à proximité. L'armée japonaise pensait pareil, sachant qu'en cas de conflit régional, il lui faudrait un moyen concret de défendre le Japon, un véritable multiplicateur de force. Sur l'eau, un porte-avions, mais le Japon ne les utilise plus depuis leur destruction durant la Seconde Guerre mondiale. Cela marquerait une escalade majeure, allant sans doute à l'encontre de la propre constitution du Japon qui ne lui permet pas de construire des armes de guerre offensives. Sans compter que construire des porte-avions capables prend des années. Il cherchait une solution qui ferait l'essentiel du travail et serait justifiée par la Constitution, et qui pourrait arriver plus rapidement, tandis que de vrais porte-avions commencent lentement à être construits en arrière-plan. Voici la classe Japan Ship Izumo. Le Japon possède 2 navires de cette classe, l'Izumo bien nommé, et son navire jumeau, le Kaga. Ce sont les plus grands navires construits par le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous pourriez aussi vous demander, sont-ils vraiment des porte-avions ? Ils ressemblent à des porte-avions et transportent quelques aéronefs. Que demander de plus ? En fait, ils n'ont été officiellement reclassés qu'en 2025. Avant d'être la fierté de la flotte de surface japonaise, ces navires avaient un autre objectif. Les 2 navires ont été approuvés pour la construction en 2009, mais pas en tant que porte-avions, plutôt comme navires de lutte anti-sous-marine et de secours en cas de catastrophe. Achevés en 2015 et 2017, ils seraient nommés tour à tour porte-hélicoptères, porte-avions légers, destroyers porte-hélicoptères ou croiseurs. Peu importe leur nom, c'était toujours pareil. Les Chinois n'étaient pas très contents lors de la première présentation de l'Izumo en 2013, car le navire japonais de lutte anti-sous-marine et de secours en cas de catastrophe ressemblait énormément à un porte-avions. En 2018, le gouvernement japonais a approuvé la conversion officielle des 2 navires en porte-avions légers, confirmant les soupçons de Pékin. Face à l'attitude belliqueuse de la Chine en mer et à ses pressions sur d'autres pays, le Japon savait qu'il devait assurer sa protection. Les navires ont été discrètement modifiés avant l'annonce de leur nouvelle désignation en 2025. Même aujourd'hui, le code de ces navires reste polyvalent, signifiant simplement polyvalent. Même la marine japonaise ignore comment les nommer, et nous aussi n'en étions pas certains. On ne pouvait plus les appeler comme avant, car les 2 navires avaient été lourdement modifiés. Aucune piste n'était assez longue pour les avions à voilure fixe, donc ils ont dû être allongés après le retrait de toute la proue. Oui, cette classe devait être un vrai porte-avions, pas seulement pour le sauvetage en mer par hélicoptère. Les ponts ont également été renforcés et modifiés pour supporter le poids de ces avions supplémentaires ainsi que leur usure. La reclassification et la présentation officielle de ces porte-avions ont provoqué de nombreux débats publics au Japon. La constitution japonaise interdisait provisoirement les armes offensives après la Seconde Guerre mondiale. Tout ce que le Japon avait fabriqué en matière d'armement depuis lors était largement considéré comme de l'armement défensif, conformément à l'article 9 de la Constitution du pays. Un porte-avions peut aussi être vu autrement. Il envoie des avions pour attaquer activement d'autres cibles.
N'est-ce pas une arme offensive et donc inconstitutionnelle? Alors Tokyo et ses avocats ont fait ce que les avocats savent faire de mieux. Ils ont inventé cela. Le Japon a officiellement classé ses navires comme défensifs. Même si cela paraît être une façon très simple de contourner cette partie de la Constitution. Vous constaterez que ces 2 navires ont été conçus principalement à des fins défensives. Mais il y a encore une certaine controverse autour de ces navires qui attirent une attention médiatique considérable. Ce seront les premiers porte-avions japonais depuis le XXe siècle, arborant le drapeau du soleil levant. On ignore encore si le plan a changé pour transformer ces porte-avions après l'intensification de l'agression chinoise dans la région, ou s'il y a toujours eu un prétexte qui finirait par être abandonné. Mais nous pensons que c'est la première option, et nous allons vous expliquer pourquoi. Ces navires n'étaient jamais censés être des porte-avions et, comme vous allez le voir dans un instant, ils présentent de sérieuses limitations. Si c'était le plan, pourquoi ne pas avoir construit un vrai porte-avions en secret plutôt que des mini-porte-avions? Il aurait sûrement été moins cher et moins long de construire un porte-avions à partir de zéro. La conversion rapide de ces 2 navires en porte-avions suggérait que Tokyo savait qu'il lui fallait quelque chose qui puisse fonctionner à très court terme. Bien que ce ne soit pas une solution parfaite, ils ont fourni les 3 choses dont le gouvernement japonais avait besoin à ce moment-là. Cela pouvait être fait plus rapidement qu'un porte-avions traditionnel tout en offrant la plupart des fonctionnalités. Et cela a évité une crise constitutionnelle, donc Tokyo avait enfin ses petits porte-avions. Alors, que pourrait-il faire quand les choses se corsent? Eh bien, mettons-les à l'épreuve. Petits mais puissants. Que penser des petits porte-avions japonais en voyant leurs caractéristiques? Eh bien, la construction du premier a coûté 1139 milliards de yens, soit 15 milliards de dollars, une somme considérable. Pour seulement 248 mètres, soit 840 pieds de long, il ne fait que 38 mètres, ou 124 pieds de large également. Pour les porte-avions, c'est assez petit. Même l'Indian Navy Ship Vikram, ancien porte-avions soviétique acheté à l'Ukraine dans les années 90, est plus long de près de 15 mètres malgré son âge. Cette différence de taille se reflète dans le déplacement de 27 000 tonnes, ce qui le rapproche davantage, en termes de spécifications, des porte-avions légers. C'est logique vu son armement, limité à 2 lance-missiles Mark 15 CERAM et 2 systèmes Mark 15 Phalanx, tous très performants. Bien que le terme « destroyer » soit lié à ce navire depuis longtemps, l'Izumo ne causera pas autant de destruction au combat, du moins pas directement. Mais honnêtement, c'est sûrement une sage décision puisqu'il est maintenant assez petit. Écoutez, la taille ne fait pas tout, donc le fait que l'Izumo soit un peu petit ne lui retire pas ses qualités. Mais au bout du compte, c'est censé être un porte-avions. Une surface réduite limite le nombre d'appareils utilisables et stockables, donc moins pour défendre le navire. En fait, cela témoigne du sentiment d'urgence à Tokyo, d'obtenir quelque chose qui puisse au moins agir comme un porte-avions. C'est pourquoi ces navires ont été modifiés et reclassés. Il est plus petit que la plupart des porte-avions modernes, car il n'a jamais été censé être un porte-avions, du moins pour ce qui est des avions à voilure fixe. Ce pont d'envol réduit offre malgré tout un espace étonnamment vaste. Il peut accueillir jusqu'à 28 hélicoptères ou 14 aéronefs plus grands avec 5 hélicoptères pouvant décoller et atterrir simultanément sur le pont d'envol. Les avions doivent faire la queue individuellement. Ce n'est pas négligeable, même si ces taux de sortie seront bien plus faibles que ceux des porte-avions traditionnels. Pour ce dont le Japon a besoin pour défendre ses eaux territoriales, c'est certainement une amélioration par rapport au manque d'options dont la nation disposait auparavant. Avant leur modification et reclassification, les navires embarquaient 7 hélicoptères anti-sous-marins Seahawk 60 JK et 2 de recherche et sauvetage. Cela a du sens car les hélicoptères convenaient aux missions initiales de ce navire, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avoir une piste suffisante pour le décollage d'avions à voilure fixe est positif. Les hélicoptères sont plus fragiles, et la réalité c'est que l'Izumo doit en utiliser beaucoup plus et en dépendre davantage. Quand ils peuvent les faire décoller, l'option à voilure fixe est bonne. Vous avez peut-être entendu parler du F-35 Lightning IIB. Oui, le Japon a fouillé l'arsenal de l'oncle Sam, et semble avoir trouvé le meilleur jouet à rapporter. Le pont d'envol court de l'Izumo limite le décollage à certains appareils, et ils doivent avoir des capacités Short Takeoff and Vertical Landing, c'est-à-dire de décollage court et d'atterrissage vertical, ce que le F-35B possède. Cela change sûrement ce que vous pensiez de cette classe de mini porte-avions Frankenstein. Parce que même quelques F-35 de votre côté sont un atout précieux dans presque tous les scénarios. Cependant, ces décollages ou atterrissages verticaux sont plus lents que les méthodes traditionnelles, ce qui diminue encore le taux de sortie. Quoi d'autre ?
Sa vitesse d'environ 30 nœuds n'est pas très rapide, similaire à celle d'autres navires et porte-avions. Il fonctionne avec 4 turbines à gaz LM 2500, International Electrotechnical Commission, produites par Ishikawa, Jima, Arima Industries et General Electric. En raison de leur vocation initiale, ces navires sont aussi conçus pour transporter de nombreuses choses hors mode porte-avions. 400 soldats peuvent embarquer confortablement en plus des 970 membres d'équipage qui manœuvrent le navire, ainsi que 50 camions pesant environ 35 tonnes chacun. Ça fait beaucoup de fromage du gouvernement pour nourrir les troupes. Il pourrait aussi contenir du matériel important et servir d'hôpital de campagne en cas d'urgence. Ainsi, ce navire, bien que sous-dimensionné, dispose d'une batterie défensive efficace, bien que réduite. Polyvalent, il sert aussi de moyen de dissuasion, renforçant ainsi sa puissance navale. Oui, il est sous-dimensionné, et cela a ses inconvénients, principalement en termes d'utilité réelle sur le champ de bataille. Mais cela représente tout de même une amélioration dans ce domaine pour Tokyo, que la nation n'avait pas auparavant. Et avec la Chine qui prend de l'ampleur à l'horizon, le Japon pourrait avoir besoin de toute l'aide possible. C'est donc utile que la classe Izumo soit équipée de gadgets vraiment impressionnants. Classe Izumo. En plus de sa flotte de F-35, elle possède de nombreuses technologies avancées. Le Japon est surtout reconnu pour ses technologies ingénieuses et complexes. Alors, quand ils appliquent cette logique à un porte-avions, vous savez d'avance qu'il sera équipé de toutes les fonctionnalités possibles. L'Izumo et les autres navires de sa classe disposent d'un radar antenne à balayage électronique actif, appelé réseau à balayage électronique actif. Alors qu'un radar mécanique traditionnel utilise une antenne rotative pour capter les signaux des avions ennemis, un antenne à balayage électronique actif fonctionne différemment. Il opère entièrement de façon électronique et balaye activement tout le ciel dans toutes les directions en même temps. Une antenne radar peut vous faire perdre de précieuses secondes pour repérer et engager un ennemi. L'antenne à balayage électronique actif accélère ce processus et peut suivre plusieurs cibles simultanément, devenant ainsi une amélioration coûteuse mais essentielle pour de nombreux navires, qui valent leur pesant de sel. Aujourd'hui, il y a aussi le système de commandement à technologie avancée, qui signifie système de commandement à technologie avancée, et cela agit comme le cerveau du navire. Il gère les capteurs, les scanners et les messages échangés entre eux. Il prend toutes les données qu'il recueille et les transmet à travers les capteurs. Système de gestion des armes et du combat pour organiser et obtenir des infos sur les cibles potentielles. Pour les armes, le système de direction de combat fait office de tableau de bord pour les opérateurs. Cela contrôle l'orientation des capteurs et des armes, et il est utilisé pour suivre les menaces. Il fonctionne avec le système de contrôle de tir, utilisant les données radar et de suivi du navire pour guider les missiles en verrouillant les cibles. Si vous imaginez ce navire comme une personne tenant une arme, l'antenne à balayage électronique actif serait les yeux, et le système de commandement à technologie, avancé le cerveau, le système de direction de combat les mains, et le système de contrôle de tir, l'arme. L'arme reste l'arme, mais vous comprenez mon point de vue. L'important avec un système radar et de communication aussi avancé, c'est que l'Izumo pourra communiquer de façon experte avec sa petite flotte de F-35, qui est une plateforme principalement basée sur la communication. Le Japon est également censé avoir, à terme, certains navires capables d'interagir avec l'incroyablement avancé système Aegis des États-Unis. Ainsi, des navires comme l'Izumo, équipés de ce système, pourraient en suivre 100 cibles simultanément et partager ces données avec d'autres navires ou aéronefs. Ce principe tout capteur, tout tireur est central dans le manuel opérationnel basé sur les communications de la marine américaine. La participation du Japon en ferait une force de combat bien plus puissante dans la région. En faisant de l'Izumo un centre de commandement flottant, même sans Aegis, ce porte-avions sert déjà de plateforme de communication et illustre bien comment le Japon pourrait l'utiliser. Ensuite, le radar de recherche de surface permet de détecter spécifiquement navires, petites embarcations et objets en mer. Les origines liées à l'aide en cas de catastrophe prennent leur sens ici, car il utiliserait ce radar pour rechercher des personnes, bateaux ou fournitures sur l'eau. Le Japon ayant connu plus que sa part de catastrophes naturelles au fil des années, ce genre de technologie est vraiment utile lorsque de tels événements se produisent. Mais il s'agit maintenant d'un navire de guerre, et un radar de surface a clairement aussi son utilité ici. Tandis que l'antenne à balayage électronique actif surveille le ciel, les menaces surgissent aussi sur l'eau, vedettes rapides, autres navires de surface et objets comme des mines flottantes menacent les porte-avions. Un radar de surface aide à neutraliser ces menaces avant qu'elles causent de graves dégâts, mais des menaces peuvent aussi venir de sous la surface. C'est pourquoi l'Izumo est aussi équipé d'un sonar d'étrave, détectant celles provenant des sous-marins.
C'est la spécialité du navire, conçu à l'origine pour la lutte anti-sous-marine. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Un porte-avions doit avoir des mesures anti-sous-marines, car seuls ses attaquants peuvent vraiment s'en approcher. Dans un groupe d'escorte, bien qu'il soit destiné à la lutte anti-sous-marine, il n'a aucune grenade sous-marine pour se défendre. En fait, il pourrait sembler assez sous-équipé en matière de lutte anti-sous-marine, mais vous vous tromperiez à ce sujet. Voici pourquoi. L'absence de grenades sous-marines semble être une omission importante. Les seules protections directes de l'Izumo contre les torpilles, hors maniabilité, sont son leurre mobile anti-torpille et son brouilleur acoustique flottant. Le premier est une arme lancée qui utilise un leurre pour tromper les torpilles et les détourner. Bien sûr, c'est un peu comme les leurres thermiques et les paillettes pour les missiles dans les airs. Mais une fois que vous en manquez, c'est fini. Mais l'Izumo n'est pas totalement sans défense car le second est un brouilleur lancé dans l'eau qui génère du bruit, ce qui perturbe également les torpilles. Souvenez-vous, ce navire naviguera rarement seul. Il sera généralement escorté par d'autres, offrant plusieurs couches de protection. Certains navires de sa flotte disposent d'hélicoptères anti-sous-marins, qui sont également très efficaces pour repérer et détruire les torpilles. Même l'Izumo peut accueillir de tels appareils. Il n'est pas plus facile d'attaquer l'Izumo par les airs ou la surface. L'Izumo possède une guerre électronique avancée, capable de détecter et brouiller radars et communications ennemies, paralysant un adversaire moins équipé. Il peut aussi brouiller les signaux et systèmes ennemis, rendant les autres navires aveugles et impuissants. Mais disons qu'un missile parvient à passer, eh bien vous vous souvenez de ces lance-leurres pour torpilles. Eh bien l'Izumo en possède aussi des traditionnels. Bien sûr, devoir les utiliser signifierait qu'un ennemi a réussi à lancer un missile. Une flotte de navires, des brouilleurs et des F-35 dans les airs. On ne peut pas toucher ce truc facilement, donc vous voyez à quel point il est défensif. Nous vous avons donc presque tout dit sur ce mini porte-avions léger, hélicoptère porte-avions léger, destroyer 3000 ou quel que soit son nom. Honnêtement, nous sommes impressionnés, surtout sachant que ces navires n'étaient pas initialement prévus comme porte-avions. Vous disposez d'un navire agile servant de centre de commandement et de communication mobile. C'est très difficile à atteindre avec certains des meilleurs avions de chasse pour le protéger. Cela le rend redoutable en escarmouche et assure que la flotte japonaise donne le meilleur d'elle-même. Quand il entre dans un combat, sur presque tous les plans, on peut dire que c'est un succès. C'est en tout cas une avancée majeure pour la marine japonaise, malgré un processus non traditionnel. Mais tout cela n'aura aucune importance s'il ne peut pas se défendre contre une autre force. Les anciens porte-avions japonais, autrefois impressionnants, sont aujourd'hui devenus des récifs coralliens. Alors nous devons nous poser la question, quand le grand moment viendra, le Japon sera-t-il prêt ? Est-ce que ça va marcher ? La vraie des questions, l'Izumo peut-il défendre le Japon contre la Chine ? Est-ce possible ? Oui, cela permettrait presque sûrement à la marine japonaise de soutenir une autre force alliée dans la région. Mais est-ce qu'elle perdrait quand même une guerre contre la Chine si elle en menait une aujourd'hui ? Oui, très probablement. La supériorité de la main-d'œuvre chinoise en fait déjà un adversaire redoutable. Ajoutez à cela son avantage manufacturier, sa technologie en rapide progrès, un immense stock de missiles et son avantage économique. Ce n'est pas un combat équitable, sans reproche pour le Japon. Il lui faudrait bien plus que 2 mini-porte-avions convertis pour repousser la Chine à elle seule. Il est probable que le Japon n'affronterait pas seul la Chine, mais avec d'autres nations en mer de Chine orientale et méridionale. Dans ce cas, la classe Izumo avec escorte pourrait tenir, au moins un temps. Les F-35 aident à cela, tout comme tous les différents systèmes de l'Izumo, les F-35 eux-mêmes. Ils agissent comme un moyen de dissuasion, tout comme l'entraînement continu que le Japon et les États-Unis mènent dans la région. Les deux pays travaillent ensemble pour optimiser les F-35 et la marine japonaise pour ce contexte. Ainsi, quand le moment viendra, leur doctrine commune sera très efficace. Avec la future intégration possible du réseau Aegis, l'Izumo et son groupe aérien deviennent soudain une cible prioritaire. Si vous êtes Pékin, il y a des vulnérabilités ici. Il n'est pas impossible d'imaginer un scénario dans lequel la Chine pourrait submerger l'Izumo et d'autres navires japonais avec son immense stock de missiles de croisière. L'Izumo dispose d'une bonne défense, mais il pourrait être vulnérable face à une quantité massive de munitions. Si votre centre de commandement est détruit, le reste de la flotte est en danger. La guerre des drones, notamment navals, et la technologie des essaims se généralisent et s'intensifient dans le monde. L'Izumo devra s'assurer que ses contre-mesures électroniques sont adaptées à la tâche, où il pourrait même utiliser des drones pour se défendre.
L'Izumo est aussi un porte-avions idéal pour opérer des drones, car sa piste courte convient bien aux drones légers. Ce potentiel permet à la marine japonaise de préparer l'Izumo et le Kaga avant leur remplacement futur par de vrais porte-avions. Ce sont des vulnérabilités, mais cela ne signifie pas que ce navire et ses semblables sont indéfendables, surtout en interagissant avec leur environnement. Navires de combat, sous-marins, F-35 défense, antimissiles, etc. Le Japon pourrait contrôler des voies sans maritime clés contre une partie de la flotte chinoise dans certaines conditions. Grâce à ces navires, les F-35 permettent à la flotte japonaise de surveiller sur F-35. Le réseau de communication s'unira pour éliminer tout ce qui n'arbore pas le drapeau du soleil levant. Il serait très difficile de déloger cette force sans beaucoup de puissance de feu et d'effort, ce qui convient aux adversaires de la Chine. Un affrontement direct serait bref, mais la Chine manque peut-être de ressources face au Japon. Et cela nous laisse avec un petit porte-avions. Cela pourrait vraiment. Bien qu'il soit relativement petit pour un porte-avions moderne et qu'il n'ait même pas été conçu à l'origine pour être un porte-avions, nous avons quelque chose de capable, fiable, flexible et dangereux. Le Japon prévoit de nouveaux porte-avions conçus de zéro, mais d'ici là, la classe Izumo comblera les lacunes. Comme mentionné dans cette vidéo, il vaut mieux qu'il les ait que pas du tout. Le Japon lance ses plus grands navires et premiers porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est significatif. Cela en dit long sur le fait de voir la violence à l'horizon, et cela en dit long sur l'esprit japonais de faire face à de tels adversaires de front. L'Izumo n'est pas parfait, mais il incarne vraiment le Japon d'aujourd'hui. Petit mais puissant, adaptable mais efficace, organisé mais redoutable, et surtout prêt à toute éventualité. Mais peu importe ce que vous pensez de la classe Izumo, que vous pensiez qu'il s'agit de tas de ferrailles assemblées à la dernière minute, ou que vous les considériez comme un ajout impressionnant aux capacités navales du pays. Nous pouvons tous être d'accord sur une chose, si cette violence à l'horizon finit par arriver un jour, le Japon en aura besoin. Merci de votre attention.